Pendant des années, une partie du public français a eu le sentiment qu'il manquait une pièce essentielle au puzzle Hallyday. Les déclarations se succédaient, les interviews faisaient tout la une. Les avocats intervenaient, les magazines révélèrent de nouveaux détails. Pourtant, malgré des centaines d'articles, une impression persistait, derrière les procédures judiciaires et les communiqués soigneusement rédigés, il existait une réalité plus complexe que celle présentée au grand public. Lorsque Laura Smet a récemment laissé entrevoir une réflexion plus nuancée sur les années de tension ayant opposé sa famille à Laetitia Hallyday, beaucoup y ont vu davantage qu'une simple déclaration. Certains observateurs ont estimé qu'elle venait confirmer ce que de nombreux Français soupçonnaient depuis longtemps. Derrière le conflit autour de l'héritage se cachait avant tout une histoire de blessures familiales, de silences accumulés et de relations devenues presque impossibles à réparer. Mais Laura Smet a-t-elle réellement confirmé ses soupçons ? Ou bien le public projette-t-il encore aujourd'hui ses propres interprétations sur l'une des sagas familiales les plus médiatisées de l'histoire récente française ? Pour comprendre pourquoi cette affaire continue de fasciner autant d'années après la disparition de Johnny Hallyday, il faut revenir en arrière et replonger dans une histoire qui dépasse largement les questions d'argent ou de succession. Le 6 décembre 2017, la France se réveille avec une nouvelle que beaucoup redoutaient. Johnny Hallyday est mort. Rapidement, l'émotion dépasse le simple cadre du monde du spectacle. Des milliers de personnes se rassemblent spontanément. Les chaînes de télévision modifient leurs programmes. Les hommages se multiplient dans tout le pays. Pour plusieurs générations de Français, Johnny n'était pas seulement un chanteur, il représentait une partie de leur histoire personnelle. Mais derrière l'immense émotion nationale se préparait déjà une autre histoire, une histoire plus intime, une histoire familiale, une histoire qui allait opposer plusieurs personnes ayant partagé, à des degrés différents, l'amour du même homme. D'un côté, Laura Smet et David Hallyday, les deux enfants biologiques de l'artiste. De l'autre, Laetitia Hallyday, son épouse pendant plus de 20 ans, ce qui aurait pu rester une affaire privée est rapidement devenu un phénomène médiatique d'ampleur nationale. Les débats ne concernaient plus seulement un testament. Ils touchaient à des questions universelles. Qu'est-ce qu'une famille ? Qui connaît réellement la volonté d'un défunt ? Comment réconcilier les liens du sang et les liens construits au fil des années ? Et surtout, peut-on vraiment séparer les conflits juridiques des blessures émotionnelles ? Aujourd'hui encore, près d'une décennie après la disparition de Johnny Hallyday, ces interrogations continuent d'alimenter les conversations. Et les récentes réflexions de Laura Smet ont contribué à raviver un débat que beaucoup croyaient définitivement clos. Bien avant les procédures judiciaires et les unes des magazines, l'histoire commence avec une famille dont les équilibres ont toujours été complexes. Laura Smet naît le 15 novembre 1983. Elle est la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye. Dès son enfance, elle grandit sous le regard constant du public. Être la fille de deux personnalités aussi célèbres constitue à la fois un privilège et un fardeau. D'un côté, les opportunités sont nombreuses. De l'autre, chaque étape de la vie semble observée, commentée, analysée. Au fil des années, Laura développe sa propre carrière d'actrice. Elle cherche progressivement à exister en dehors de l'immense ombre de son père. Mais la relation avec Johnny reste un élément central de son histoire personnelle. Comme dans beaucoup de familles recomposées, les équilibres évoluent avec le temps. L'arrivée de Laetitia dans la vie de Johnny marque une nouvelle étape. Mariés en 1996, ils construisent une relation qui durera plus de 2 décennies. Pour Johnny, cette période représente une forme de stabilité qu'il recherchait depuis longtemps. Pour Laetitia, elle implique également de devenir une figure centrale dans l'organisation de la vie du chanteur. Progressivement, les observateurs remarquent que le cercle familial semble se restructurer autour de ce nouveau noyau. Les apparitions publiques renforcent cette impression. Les photographies officielles montrent souvent Johnny entouré de Laetitia et de leurs filles adoptives, Jade et Joy. Pendant ce temps, Laura et David poursuivent leur propre trajectoire. Cela ne signifie pas nécessairement une rupture, mais les distances émotionnelles commencent à alimenter diverses interprétations. Les médias s'emparent régulièrement de ces perceptions. Chaque absence lors d'un événement familial devient un sujet d'analyse. Chaque déclaration est décortiquée. Chaque silence prend une signification potentielle. Avec le recul, certains proches affirmeront que les tensions existaient depuis longtemps. D'autres soutiendront au contraire que les désaccords ont été amplifiés par l'attention médiatique. La vérité se situe probablement quelque part entre ces deux versions. Car dans les familles exposées en permanence aux regards extérieurs, il devient souvent difficile de distinguer les réalités privées des récits construits par l'opinion publique. Et lorsque Johnny disparaît, toutes ces fragilités accumulées vont soudainement ressurgir, plus violemment que personne ne l'imaginait. Lorsque Johnny Hallyday disparaît dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017, la France entre d'abord dans une période d'émotion collective. Pendant plusieurs jours, le pays semble suspendu à une même image,
celle d'un homme qui, au-delà de ses excès, de ses triomphes et de ses contradictions, avait accompagné la vie de millions de personnes. Dans les rues de Paris, des anonymes déposent des fleurs, des radios diffusent ses chansons en boucle, des plateaux de télévision réunissent musiciens, journalistes, proches, anciens collaborateurs et admirateurs. Chacun raconte son Johnny, comme si chaque génération avait possédé une part de lui. La cérémonie populaire organisée sur les Champs-Élysées donne à cette disparition une dimension presque nationale. Ce jour-là, la France ne pleure pas seulement un chanteur, elle pleure une époque, une voix, une silhouette, une mémoire commune. Mais derrière l'hommage public, une autre réalité commence à apparaître. Plus discrète d'abord, puis de plus en plus visible. Quelques semaines après la mort de Johnny, une question surgit. Que va-t-il advenir de son patrimoine, de ses droits artistiques, de ses biens, de son image, de ses maisons, de sa mémoire ? Dans une famille ordinaire, ce type de question reste souvent confiné aux notaires, aux proches et aux héritiers. Dans le cas de Johnny Hallyday, tout prend immédiatement une dimension publique. Car Johnny n'était pas seulement un père, un mari ou un artiste. Il était aussi une marque, un patrimoine culturel, une industrie, une légende médiatique. Et c'est précisément là que le conflit commence à dépasser le cadre familial. Au début de l'année 2018, la révélation du testament provoque un choc. Selon les éléments rendus publics à l'époque, Johnny Hallyday aurait organisé sa succession de manière à transmettre l'essentiel de son patrimoine à son épouse, Laetitia Hallyday. Laura Smith et David Hallyday, ses deux enfants aînés, se retrouvent alors au cœur d'une controverse qui va occuper l'espace médiatique pendant des mois. Laura Smith prend la parole avec une lettre ouverte. Le geste est fort. Il n'est pas seulement juridique, il est aussi symbolique. Dans cette lettre, elle exprime une blessure profonde, non seulement parce qu'elle conteste une situation successorale, mais parce qu'elle semble y voir une forme d'effacement. À partir de cet instant, l'affaire change de nature. Elle ne concerne plus uniquement un testament. Elle devient une histoire de reconnaissance, une histoire de place, une histoire de filiation. Pour une partie de l'opinion publique, la question centrale devient simple. Comment les enfants biologiques de Johnny Hallyday peuvent-ils être exclus d'un héritage qui, dans l'imaginaire français, semble naturellement devoir leur revenir en partie ? Pour d'autres, le sujet est plus complexe. Il rappelle que Laetitia Hallyday a partagé les 20 dernières années de la vie du chanteur, qu'elle l'a accompagné dans ses maladies, dans ses tournées, dans ses moments de fragilité, et qu'elle était devenue la personne autour de laquelle s'organisait son quotidien. Très vite, deux récits s'opposent. Le premier présente Laura Smith et David Hallyday comme des enfants blessés, confrontés à une décision incompréhensible. Le second présente Laetitia Hallyday comme une veuve attaquée alors qu'elle vient de perdre son mari. Entre ces deux récits, la réalité demeure plus nuancée. Car les familles recomposées ne se résument jamais à une seule version. Elles sont faites d'histoires parallèles, de souvenirs contradictoires, de présences inégales et de douleurs anciennes. Dans cette affaire, chacun semble parler depuis sa propre blessure. Laura Smith parle depuis la position d'une fille qui estime avoir été mise à distance. David Hallyday parle depuis celle d'un fils qui réclame une forme d'équilibre. Laetitia Hallyday parle depuis celle d'une épouse qui affirme avoir respecté la volonté de son mari. Le problème, c'est que toutes ces positions ne peuvent pas coexister facilement dans l'espace médiatique. Les journaux cherchent des camps, les plateaux télévisés cherchent des formules fortes. Les réseaux sociaux cherchent des responsables. Alors, peu à peu, l'affaire devient une sorte de feuilleton national. Chaque audience judiciaire est commentée. Chaque déplacement de Laetitia est observé. Chaque déclaration de Laura ou de David est interprétée comme un signe. Même les silences deviennent des messages. Dans cette atmosphère, Laetitia Hallyday se retrouve au centre d'une pression considérable. Pour certains, elle devient la gardienne de la dernière volonté de Johnny. Pour d'autres, elle incarne une figure de contrôle, celle qui aurait progressivement éloigné le chanteur de ses premiers enfants. Il faut rester prudent avec cette lecture, car entre une perception publique et une réalité intime, l'écart peut être immense. Cependant, ce qui est certain, c'est que la bataille autour de l'héritage a fait remonter à la surface des tensions anciennes. Elle a donné une forme visible à des douleurs qui existaient peut-être déjà depuis des années. La justice devient alors le théâtre d'un conflit que la famille n'a pas réussi à résoudre seule. Les avocats prennent la parole. Les documents sont examinés. Les notions de droit français et de droit américain s'invitent dans le débat. La question de la résidence de Johnny Hallyday devient centrale. Était-il suffisamment installé aux États-Unis pour que le droit californien s'applique ? Ou bien son attachement à la France justifiait-il l'application du droit français, plus protecteur envers les enfants héritiers ? Derrière cette discussion technique se cache un enjeu beaucoup plus émotionnel. Johnny appartenait-il encore, symboliquement et juridiquement, à la France ? Cette question touche profondément le public.
car Johnny Hallyday, malgré ses années passées à l'étranger, restait pour beaucoup une figure française. Son accent, ses chansons, ses concerts, son rapport au public, tout le liait à ce pays. Ainsi, la succession devient presque une affaire identitaire. Il ne s'agit plus seulement de savoir qui reçoit quoi. Il s'agit de savoir comment une légende nationale doit être transmise. Au fil des mois, la confrontation épuise les protagonistes. Laura Smith apparaît déterminée, mais aussi marquée par la violence médiatique de l'affaire. David Hallyday adopte souvent une posture plus discrète, mais son engagement reste clair. Laetitia, de son côté, tente de défendre son image tout en portant le deuil sous les regards du public. Le paradoxe est brutal. Chacun affirme défendre Johnny, mais plus le conflit avance, plus l'image de Johnny semble se fragmenter. Il y a le Johnny du public, le Johnny de Laura, le Johnny de David, le Johnny de Laetitia. Et ces différentes versions ne racontent pas exactement la même histoire. C'est là que naît ce que beaucoup de Français ont commencé à soupçonner. Peut-être que le vrai conflit n'était pas seulement financier. Peut-être que l'héritage n'était que la partie visible d'un problème plus profond. Une question de place dans le cœur de Johnny, une question de mémoire, une question de légitimité. Qui avait été le plus proche de lui à la fin? Qui avait le droit de parler en son nom? Qui pouvait décider de ce qu'il aurait voulu? Dans une famille apaisée, ces questions peuvent se discuter dans l'intimité. Dans la famille Hallyday, elles ont été débattues devant tout un pays. Et plus l'affaire avançait, plus une évidence apparaissait. Aucune décision judiciaire, même précise, ne pourrait réparer totalement les blessures affectives. Car un tribunal peut trancher une succession. Il peut déterminer un droit applicable. Il peut valider ou contester certains éléments. Mais il ne peut pas rendre à un enfant le sentiment d'avoir été pleinement reconnu. Il ne peut pas rendre à une veuve la paix d'un deuil silencieux. Il ne peut pas effacer des années de distance, de malentendus et de non-dits. Lorsque des accords finissent par être trouvés, une partie du public croit d'abord que l'histoire va s'apaiser. Sur le papier, le conflit semble entrer dans une phase de résolution. Mais dans les faits, la mémoire collective garde l'image d'une famille déchirée. Laura Smith, longtemps perçue comme l'une des voix les plus blessées de cette affaire, continue d'incarner une interrogation. Qu'a-t-elle réellement perdu dans cette bataille? Une part d'héritage? Une part de reconnaissance ou une certaine idée de son père? C'est précisément cette ambiguïté qui rend l'affaire si sensible. Car derrière la célébrité, les millions, les propriétés et les droits musicaux, il reste une histoire extrêmement humaine. Celle d'enfants qui veulent comprendre la dernière décision de leur père et d'une épouse qui affirme avoir été fidèle à l'homme qu'elle a accompagné jusqu'au bout. L'héritage a bouleversé la France parce qu'il a révélé une fracture que beaucoup préféraient ne pas voir. La légende Johnny Hallyday était immense, mais derrière la légende, il y avait une famille. Et cette famille, comme beaucoup d'autres, portait des blessures que la mort n'a pas refermées. Elle les a rendues publiques, elle les a rendues plus douloureuses, et surtout, elle les a rendues impossibles à ignorer. C'est à partir de cette période que le regard porté sur Laetitia Hallyday change profondément. Pour certains, elle reste la dernière femme de Johnny, celle qui a partagé ses ultimes années. Pour d'autres, elle devient le symbole d'une rupture entre le chanteur et ses premiers enfants. Quant à Laura Smith, elle entre dans une nouvelle étape de sa vie publique. Elle n'est plus seulement l'actrice talentueuse, fille de deux grandes figures du cinéma et de la chanson. Elle devient, malgré elle, le visage d'une blessure familiale française. Une blessure qui, des années plus tard, continue de résonner chaque fois qu'elle évoque son père, son passé ou Laetitia Hallyday. Et c'est précisément dans ce silence prolongé, entre ce qui a été dit et ce qui ne le sera peut-être jamais, que commence le 3e chapitre de cette histoire. Car après la bataille judiciaire vient une autre épreuve, celle des années de silence, celle des vérités partielles, celle des souvenirs que chacun garde pour soi. Après la bataille judiciaire, le silence ne signifie pas forcément la paix. Dans l'affaire Hallyday, lorsque les procédures commencent à s'éloigner des premières pages des journaux, une autre période s'ouvre, moins spectaculaire, moins bruyante, mais peut-être plus révélatrice. Celle où chacun tente de reprendre possession de sa propre histoire. Pour Laura Smith, cette période était délicate. Pendant des mois, elle a été associée à un conflit familial qui dépassait largement sa personne. Son nom n'apparaissait plus seulement dans les pages culturelles ou cinématographiques. Il était lié à l'héritage, aux tribunaux, aux tensions avec Laetitia Hallyday, aux blessures d'une famille devenue un sujet national. Or, pour une artiste, cette exposition peut devenir un piège. Laura Smith n'a jamais construit son identité publique uniquement sur le nom de son père. Elle a travaillé comme actrice, réalisatrice, femme de cinéma. Pourtant, après la mort de Johnny, une partie du regard médiatique semble la ramener sans cesse à son statut de fille blessée. Cette image, même lorsqu'elle suscite de la compassion, peut enfermer. La question devient alors, comment continuer à vivre lorsque l'opinion publique vous associe à une douleur que vous cherchez peut-être à dépasser? Dans les années qui suivent, Laura adopte une forme de réserve.
Elle ne disparaît pas, mais elle choisit davantage ses prises de parole. Elle parle de son travail, de sa famille, de sa maternité, de sa vie intime avec prudence. Lorsqu'elle évoque Johnny, le ton est souvent mesuré. Elle ne cherche pas systématiquement l'affrontement. Elle semble plutôt vouloir reprendre le contrôle d'un récit qui lui a longtemps échappé. Ce silence relatif ne doit pas être confondu avec l'oubli. Dans les familles marquées par un conflit aussi profond, les mots non prononcés continuent souvent d'exister. Ils circulent autrement, dans les regards, dans les absences, dans les dates importantes, dans les hommages où certains noms sont cités et d'autres moins visibles. Laetitia Hallyday, de son côté, traverse elle aussi une période complexe. Après avoir été présentée par une partie du public comme la veuve courageuse, elle devient progressivement une figure plus contestée. Certains lui reprochent d'avoir trop contrôlé l'univers de Johnny. D'autres estiment qu'elle a été injustement transformée en coupable idéal d'une situation familiale que personne ne pouvait entièrement maîtriser. Là encore, la réalité mérite nuance. Laetitia a partagé les dernières années de Johnny. Elle a été présente dans son quotidien, dans ses traitements, dans ses déplacements, dans ses derniers combats. Cette présence ne peut pas être effacée. Mais cette proximité finale a aussi créé une impression de déséquilibre chez ceux qui se sentaient plus éloignés. Pour Laura et David, la question n'était peut-être pas seulement de savoir qui était près de Johnny à la fin, elle était aussi de savoir pourquoi certains liens semblaient avoir été fragilisés avant cette fin. C'est là que les vérités deviennent incomplètes. Car chaque protagoniste possède sa version. Laetitia peut raconter le Johnny des dernières années. Laura peut raconter le père qu'elle a connu, aimé, attendu, parfois perdu de vue. David peut évoquer une relation faite d'admiration, de pudeur et de distance. Mais aucune de ces versions ne suffit seule à former une vérité définitive. Le public, lui, voudrait souvent une réponse simple. Il voudrait savoir qui a raison, qui a tort, qui a souffert le plus, qui a manipulé, qui a été mis à l'écart, mais les histoires familiales ne fonctionnent pas ainsi. Elles ne se résument pas à un verdict moral. Elles sont faites de perceptions différentes, parfois sincères, parfois contradictoires, souvent impossibles à vérifier entièrement. Dans ce contexte, chaque déclaration devient un événement. Lorsque Laura parle de son père, on cherche entre les lignes une allusion à Laetitia. Lorsque Laetitia évoque Johnny, on se demande si elle répond indirectement à Laura ou David. Lorsque David reste silencieux, ce silence est interprété comme une prise de position. Ainsi, même l'absence de conflit apparent continue de nourrir le récit du conflit. Les médias jouent un rôle majeur dans cette persistance. La famille Hallyday intéresse parce qu'elle réunit tous les éléments d'un feuilleton français. Une légende nationale, une veuve jeune, des enfants célèbres, un testament contesté, des maisons mythiques, des chansons connues de tous, et une question intime que chacun peut comprendre. Cette question est simple, que reste-t-il d'un père après sa mort ? Pour Laura Smet, la réponse ne se trouve probablement pas uniquement dans les documents officiels. Elle se trouve dans les souvenirs, dans les moments privés, dans les conversations passées, dans ce que personne ne peut inscrire dans un acte notarié. C'est pourquoi l'affaire a été si douloureuse. Elle a transformé l'absence de Johnny en débat public. Elle a obligé ses proches à parler de lui non seulement comme d'un homme aimé, mais comme d'un patrimoine à organiser. Dans cette transformation, quelque chose s'est peut-être brisé. La mémoire d'un père est devenue un dossier. La douleur d'une fille est devenue une information. La position d'une veuve est devenue un sujet de controverse. Et le public, parfois sans le vouloir, a participé à cette exposition permanente. Les années de silence qui suivent ne sont donc pas vides. Elles sont remplies de tentatives de reconstruction. Laura Smet avance dans sa vie personnelle. Elle devient mère, elle construit un foyer. Elle cherche une stabilité différente de celle que lui avait imposée son enfance sous les projecteurs. Cette évolution change aussi son rapport à l'histoire familiale. Lorsqu'on devient parent, les blessures liées à ses propres parents prennent parfois une autre dimension. On ne les oublie pas forcément, mais on les regarde autrement. Laetitia Hallyday, elle aussi, tente de reconstruire une vie après Johnny. Elle doit gérer l'image du chanteur, les hommages, les projets liés à sa mémoire, tout en protégeant ses filles, Jade et Joy, elles aussi exposées malgré leur jeune âge. Dans ce paysage, la réconciliation semble difficile. Pas impossible, mais difficile. Car, pour se réconcilier, il ne suffit pas de signer un accord. Il faut accepter que l'autre ait vécu une douleur différente de la sienne. Il faut reconnaître que la même histoire peut avoir laissé plusieurs blessures. Or, dans la famille Hallyday, les blessures ont été rendues publiques avant d'être apaisées. Cela complique tout. Le regard extérieur fige les positions. Celui qui a été présenté comme victime doit continuer à incarner cette blessure. Celui qui a été présenté comme responsable peine à sortir de ce rôle. Celui qui veut tourner la page est accusé d'oublier. Celui qui parle encore est accusé de relancer le conflit. Dans ces conditions, chaque tentative d'apaisement devient fragile. C'est ce qui rend les déclarations récentes de Laura Smet particulièrement observées. À 42 ans,
Elle n'est plus dans la même période de vie qu'au moment de la mort de son père. Elle a traversé le choc, l'exposition, le conflit, la maternité, le recul. Sa parole ne vient plus seulement d'une urgence émotionnelle. Elle semble parfois venir d'un besoin de clarification. Et c'est là que le public commence à entendre autre chose. Non pas une accusation frontale, non pas une attaque spectaculaire, mais une forme de confirmation calme. Oui, quelque chose s'est joué autour de la place de Laetitia Hallyday dans la dernière partie de la vie de Johnny. Oui, les distances familiales n'étaient pas imaginaires. Oui, le conflit d'héritage a révélé des fractures plus anciennes. Et oui, la blessure ne se limite pas à une question matérielle. Pour beaucoup, c'est précisément ce qu'ils soupçonnaient depuis le début. Mais il faut rester prudent. Reconnaître une blessure ne signifie pas désigner un seul coupable. Admettre une distance ne signifie pas prouver une intention. Dire qu'un équilibre familial a été rompu ne permet pas forcément de savoir qui l'a rompu, ni pourquoi. La force de cette histoire réside justement dans cette zone grise. Une zone où les faits publics ne suffisent pas à expliquer les sentiments privés. Une zone où l'on comprend la douleur de Laura sans pouvoir réduire Laetitia à une caricature. Une zone où la mémoire de Johnny continue de provoquer des tensions parce qu'elle appartient, d'une manière différente, à chacun de ceux qui l'ont aimé. Les vérités incomplètes sont souvent les plus durables. Elles restent parce qu'elles ne peuvent jamais être totalement confirmées. Elles se transmettent sous forme de soupçons, de phrases prudentes, de souvenirs contradictoires. Dans l'affaire Hallyday, ces vérités partielles ont survécu à la fin du conflit judiciaire. Elles ont survécu aux accords. Elles ont survécu aux hommages officiels. Et elles ressurgissent chaque fois que Laura Smet parle de son père. Car derrière chaque mot, le public cherche encore une réponse. Johnny savait-il vraiment ce que provoquerait son testament? Laura et David ont-ils été progressivement tenus à distance? Laetitia a-t-elle simplement protégé l'homme qu'elle aimait, ou a-t-elle occupé une place devenue trop exclusive? Ces questions restent sensibles parce qu'elles touchent à ce que personne ne peut juger parfaitement de l'extérieur, l'intimité d'une famille. C'est pourquoi les années de silence ne ferment pas l'histoire. Elles la déplacent. Elles transforment le conflit visible en interrogation durable. Elles font passer l'affaire du tribunal à la mémoire collective. Et c'est dans cette mémoire, encore chargée de doutes, que le 4e chapitre s'ouvre. Celui où Laura Smet, désormais âgée de 42 ans, semble enfin formuler ce que beaucoup croyaient avoir compris depuis longtemps. Non pas une vérité absolue, mais une clé de lecture. Une manière de dire que derrière Laetitia Hallyday, derrière l'héritage, derrière les polémiques, il y avait surtout une douleur plus profonde. Celle d'une fille qui a eu le sentiment de perdre son père une seconde fois. À 42 ans, Laura Smet n'apparaît plus dans le débat public avec la même urgence qu'au lendemain de la mort de Johnny Hallyday. Le temps a passé. Les procédures les plus visibles sont derrière elle. L'émotion nationale s'est éloignée. La bataille autour de l'héritage n'occupe plus quotidiennement les premières pages. Pourtant, chaque fois que Laura évoque son père, une tension ancienne semble revenir. Comme si l'histoire Hallyday, malgré les accords, les années et les silences, refusait de se refermer complètement. Ce qui frappe aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce que Laura dit, c'est la manière dont ces mots sont reçus. Dans ses prises de parole récentes, elle ne donne pas l'image d'une femme cherchant à rallumer un conflit. Son ton paraît davantage construit autour du recul, de la maturité et d'une forme de lucidité. Elle ne cherche pas nécessairement à accuser frontalement. Elle semble plutôt replacer son histoire personnelle dans un ensemble plus vaste, celui d'une fille qui a vécu la célébrité de son père, son absence, son amour, ses contradictions, puis la violence d'une séparation définitive rendue publique. C'est dans cette nuance que beaucoup ont cru entendre un aveu. Non pas un aveu spectaculaire, non pas une révélation brutale, mais une confirmation discrète de ce que le public soupçonnait depuis longtemps. Le conflit avec Laetitia Hallyday ne s'est jamais limité à un testament. Il portait sur quelque chose de plus profond, une place, une reconnaissance, une mémoire. Pendant des années, une partie du public a imaginé que Laura Smet et David Hallyday avaient eu le sentiment d'être progressivement éloignés du dernier cercle de Johnny. Cette idée a souvent été répétée, discutée, parfois exagérée, parfois contestée. Elle a nourri d'innombrables articles et débats télévisés. Mais lorsque Laura, avec le recul de l'âge adulte et de la maternité, laisse entendre que la blessure familiale précédait peut-être le conflit juridique, elle donne à cette hypothèse une résonance différente. Là encore, la prudence est indispensable. Dire qu'une blessure existe ne prouve pas qu'une personne en soit l'unique responsable. Dire qu'une distance a été ressentie ne signifie pas qu'elle ait été volontairement organisée. Dire que Laetitia Hallyday a occupé une place centrale dans les dernières années de Johnny ne suffit pas à conclure qu'elle a effacé les autres. Mais ce constat permet de comprendre pourquoi la relation entre Laura et Laetitia reste un sujet aussi sensible. Dans l'imaginaire public, Laetitia Hallyday représente les dernières années de Johnny. La maison de Marne-la-Coquette, Los Angeles, Saint-Barthélemy, les traitements, les derniers concerts, les ultimes images,
Laura, elle, représente une autre mémoire, celle d'un Johnny père, parfois absent, parfois tendre, parfois insaisissable, mais profondément lié à l'histoire de sa fille. Ces deux mémoires ne sont pas forcément incompatibles, mais elles se sont retrouvées opposées. Et lorsque deux femmes portent de chacune une part différente d'un même homme disparu, la confrontation peut devenir presque inévitable. Laetitia a souvent défendu l'idée qu'elle avait respecté la volonté de Johnny. Cette position est cohérente avec son rôle d'épouse et de gardienne des dernières années du chanteur. Elle peut être entendue. Mais Laura, de son côté, porte une autre interrogation. Même si une volonté juridique existe, suffit-elle à effacer une attente affective? C'est précisément là que le débat reste vivant, car le droit et l'émotion ne parlent pas la même langue. Le droit cherche des documents, des dates, des preuves, des règles applicables. L'émotion cherche du sens, de la reconnaissance des gestes, des mots qui auraient pu être prononcés avant qu'il ne soit trop tard. Dans l'affaire Hallyday, ces deux langages se sont heurtés avec une violence rare. Sur le plan judiciaire, les choses ont fini par avancer vers une forme de règlement. Sur le plan humain, rien n'indique que toutes les blessures aient disparu. Le public, lui, continue de chercher une vérité définitive. Mais peut-être n'existe-t-elle pas. Il existe plutôt plusieurs vérités partielles. La vérité d'une épouse qui a accompagné Johnny jusqu'à la fin. La vérité d'une fille qui a vécu le testament comme une exclusion. La vérité d'un fils qui a ressenti une injustice. La vérité de deux jeunes filles, Jade et Joy, qui ont également perdu leur père dans un contexte médiatique extrêmement lourd. Et au-dessus de toutes ces vérités, il y a l'absence de Johnny. Une absence qui empêche toute clarification totale. Car le seul homme capable d'expliquer pleinement ses choix n'est plus là pour le faire. C'est peut-être cette impossibilité qui nourrit encore le débat. À 42 ans, Laura Smith semble avoir compris qu'elle ne pouvait pas obtenir toutes les réponses. Sa parole paraît moins tournée vers le combat que vers la construction d'une mémoire personnelle. Elle ne cherche plus seulement à être entendue par la justice ou par le public. Elle cherche peut-être à protéger ce qui lui reste de son père. Cette évolution est importante. Elle montre qu'un conflit familial très médiatisé peut finir par se déplacer. Au début, il est frontal. Il oppose des personnes, des avocats, des versions, puis, avec le temps, il devient intérieur. Chacun continue d'avancer avec sa propre interprétation, ses regrets, ses limites. Dans ce sens, l'aveu de Laura n'est peut-être pas une révélation contre Laetitia. Il est peut-être plutôt une reconnaissance de ce que cette histoire lui a coûté. Elle semble admettre que la blessure n'était pas seulement liée à l'argent. Elle semble confirmer que l'affaire touchait à une question plus intime, celle de savoir quelle place elle avait occupée dans la dernière partie de la vie de son père. Et c'est précisément ce que beaucoup soupçonnaient. Derrière la succession, il y avait une fille. Derrière les chiffres, il y avait une absence. Derrière Laetitia, il y avait la question douloureuse de l'accès à Johnny, de sa mémoire, de son dernier cercle. Cette lecture ne condamne pas automatiquement Laetitia Hallyday. Elle invite plutôt à regarder le conflit autrement. Non comme un duel simpliste entre une veuve et des enfants, mais comme l'échec d'une famille recomposée à affronter sereinement la disparition d'un homme immense, aimé de plusieurs manières différentes. Laetitia n'est pas seulement un personnage médiatique. Laura n'est pas seulement une héritière blessée. David n'est pas seulement un fils discret. Jade et Joy ne sont pas seulement les enfants adoptifs d'une légende. Chacun porte une part de cette histoire, avec des douleurs différentes et parfois incompatibles. C'est ce qui rend l'affaire Hallyday si durable dans la mémoire française. Elle parle de célébrité, bien sûr, elle parle d'argent, de patrimoine et de droit. Mais surtout, elle parle de ce que beaucoup de familles te connaissent à une échelle plus intime. Les non-dits, les places mal définies, les blessures anciennes qui explosent au moment d'un décès. La mort ne crée pas toujours les conflits, elle les révèle. Dans le cas de Johnny Hallyday, elle a révélé une fracture familiale que le public avait peut-être pressentie sans jamais pouvoir la comprendre entièrement. Aujourd'hui, Laura Smith semble avancer avec plus de distance. Elle ne donne pas l'impression de vouloir rester prisonnière de cette affaire. Mais elle ne peut pas non plus faire comme si rien ne s'était passé. Car certaines histoires ne se ferment pas par une décision officielle. Elles se ferment lentement, dans la mémoire de ceux qui les ont vécues. Parfois, elles ne se ferment jamais complètement. Conclusion. Au fond, l'histoire entre Laura Smith et Laetitia Hallyday n'est peut-être pas seulement l'histoire d'un conflit autour de Johnny. C'est l'histoire de deux légitimités qui se sont affrontées. La légitimité d'une fille qui voulait que le lien du sang et de l'amour soit reconnu. La légitimité d'une épouse qui estimait avoir partagé les dernières années, les derniers combats et les dernières volontés d'un homme. Entre ces deux positions, le public a longtemps cherché un coupable unique. Mais la réalité semble plus complexe. À 42 ans, Laura Smith ne livre pas une vérité absolue. Elle offre plutôt une lecture plus mature d'une blessure ancienne. Elle semble reconnaître que ce que beaucoup avaient soupçonné était en partie vrai. Le conflit avec Laetitia Hallyday dépassait largement les questions d'héritage. Il touchait à la place de chacun dans la vie de Johnny.
à sa mémoire, à son dernier cercle. Et à cette question impossible, qui peut vraiment parler au nom d'un homme qui n'est plus là? Alors, que pensez-vous de cette histoire? Laura Smet a-t-elle enfin confirmé ce que le public soupçonnait depuis des années? Laetitia Hallyday a-t-elle été injustement jugée? Ou son rôle dans les dernières années de Johnny reste-t-il encore trop flou? Et surtout, pensez-vous qu'une véritable réconciliation soit encore possible dans la famille Hallyday?